On les appelle les micro-organismes extrémophiles, ces organismes capables de survivre dans des conditions physico-chimiques extrêmes. Mais comment font-ils ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur adaptation pour comprendre les origines de la vie et envisager son existence au-delà de notre planète ? Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des mécanismes biologiques les plus robustes et les plus ingénieux, avec Purification Lopez Garcia, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire Écologie Systématique et Évolution. Elle sera interrogée par Benoît Tonson, chef de rubrique Science at The Conversation. The Conversation France. The Conversation France. On peut les applaudir. Bravo à vous. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être restés à cette heure tardive pour parler des limites extrêmes de la vie. Et vraiment là, le mot extrême n'est pas galvaudé. On va le voir via une expédition à laquelle vous avez participé. Bonsoir Purification. Bonsoir. Alors déjà, on va se poser la question, donc cette plongée aux extrêmes limites du vivant. Alors moi j'aime bien commencer par définir les mots. Qu'est-ce qu'on entend par vivant quand on est une biologiste comme vous ? Vous posez une question difficile parce que généralement les biologistes boudent et évitent de définir le vivant. On travaille sur le vivant, mais c'est quelque chose qu'on ne définit pas très souvent. C'est plus les chimistes, les physiciens qui nous poussent à définir la vie. Alors la vie ou le vivant, ce sont des systèmes, c'est la propriété ou la qualité des systèmes chimiques qui sont capables de transformer de la matière et de l'énergie pour faire plus de soi-même, se maintenir dans le temps, et qui en plus portent de l'information qui code pour le propre système. C'est en quelque sorte les instructions pour reproduire le système. Et cette information, un système génétique, est capable de donner naissance à des variantes qui peuvent être triées par la sélection naturelle et donc qui permettent à ces systèmes-là d'évoluer et de s'adapter au cours du temps à des conditions environnementales changeantes. En gros, pour résumer, la vie ou les systèmes vivants ont deux types fondamentaux de propriétés. C'est la capacité, c'est ce qu'on appelle un métabolisme, la capacité à transformer de la matière et de l'énergie, et qui porte de l'information, qui code pour les systèmes. C'est un système génétique. Ces deux propriétés sont rassemblées dans les systèmes vivants dans des compartiments entourés par une membrane. Et ainsi, c'est par exemple le cas des cellules, la cellule étant l'unité fondamentale de la vie. Et justement, l'autre mot, c'est finalement la limite du vivant. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dresser une limite claire ? Est-ce que certains endroits de notre planète sont complètement hostiles et n'ont aucune vie ? Oui, on peut dire clairement qu'il y a des endroits sur Terre où il n'y a pas de vie. Ces conditions-là sont données par des paramètres physico-chimiques qui sont limitantes ou qui dénaturent les macromolécules organiques. Donc les macromolécules, par exemple, c'est l'ADN. Les molécules, l'ADN, les protéines, les lipides qui composent les cellules. C'est des molécules organiques, c'est-à-dire à base de carbone. Et donc, la haute température, par exemple, va dénaturer ces protéines ou l'ADN et donc détruire ou empêcher effectivement ces systèmes d'être fonctionnels. Et pourtant, à des très hautes températures ou des fois des très bas pH ou des très fortes pressions, quelques organismes arrivent quand même à vivre. On les appelle les extrémophiles. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire et depuis quand on les connaît, ces extrémophiles ? Alors, on peut définir les organismes extrémophiles comme des organismes qui se développent dans des conditions physico-chimiques qui se retrouvent en bordure de la distribution de la vie connue. Et au-delà desquels on ne voit pas la vie est incapable de se développer typiquement parce que ces conditions physico-chimiques dénaturent ces molécules. Et la majorité de ces organismes qui vivent en bordure de la distribution de la vie, ce sont des micro-organismes qui ont été découverts relativement tard. La vie est divisée en 3 grands domaines.
les bactéries, les archées, les eucaryotes, nous les animaux, les plantes, nous sommes des eucaryotes, mais la plupart de la vie est une vie microbienne. Alors, justement, juste là-dessus, parce que c'est vrai que les eucaryotes, on les connaît, les microbes, on les connaît un petit peu, les bactéries, on les connaît, les et donc, archées il y a des archées, j'y reviens, parce qu'un de ces groupes, en particulier les archées, excelle ou dans les adaptations à des environnements qu'on appelle extrêmes. Et ces groupes d'organismes, les archées, on les a découvertes à la fin des années 1970. On connaissait certains de ces organismes avant, mais on pensait que c'était des bactéries. Les archées ressemblent morphologiquement à des bactéries. C'est des petits organismes unicellulaires de taille micrométrique. Et on a commencé à savoir qu'elles forment un groupe indépendant du vivant à partir de ce qu'on appelle la révolution moléculaire, hein, c'est-à-dire à partir du moment où on a pu caractériser les organismes et établir des relations phylogénétiques entre eux, évolutives, en utilisant l'information portée dans des molécules. Ça nous a permis de voir que ces organismes qui morphologiquement ressemblent à des bactéries, en réalité sont très différents des bactéries et en quelque sorte on ressemble plus aux eucaryotes dans une partie de leur biologie moléculaire. Et une des caractéristiques de ces organismes-là est qu'ils portent souvent des adaptations qui leur permettent de s'adapter à des conditions physico-chimiques qu'on appelle extrêmes parce qu'en bordure de cette distribution de la vie. Les premiers organismes, les premières archées extrémophiles se sont découvertes, sont des archées adaptées à des très fortes concentrations en sel qui, donc dans les années 1930 et par là, par exemple, qu'on va trouver dans des marais salants ou qui, par exemple, vont se développer dans des poissons séchés qui sont très salés, donc ce type de système. Et on a surtout commencé une chasse aux extrémophiles à partir des années 1970, quand on a commencé à découvrir des organismes qui vivaient à des températures relativement élevées. Et on a découvert des organismes qu'on appelle donc thermophiles et puis hyperthermophiles, c'est-à-dire des organismes qui vont se développer de manière optimale à des températures supérieures à 80 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas des organismes qui survivent dans ces conditions-là, c'est des organismes qui sont adaptés à vivre dans ces conditions-là. À 60 degrés, il fait trop froid. Donc, on sait par exemple que certains eucaryotes arrivent à vivre jusqu'à environ 60 degrés. Certaines bactéries peuvent aller vivre à des températures de 90 degrés, mais au-delà de 95 degrés, on ne connaît que des archées qui vivent de manière optimale à ces températures-là et jusqu'à des limites connues qui sont entre 50 et 120 degrés. 120 degrés. Et où est-ce qu'on trouve ces températures à 120 degrés ? Il y a une contrainte à ça, c'est qu'il faut que l'eau soit à l'état liquide, parce que la vie a besoin de l'eau à l'état liquide pour que toutes les réactions biochimiques se passent dans un solvant. Et donc, on va trouver ces températures avec l'eau en état liquide sous pression dans les grands fonds sous-marins, notamment au niveau des sources hydrothermales sous-marines. Mais aussi dans la subsurface. Donc, également, on peut avoir de la forte pression dans la croûte terrestre. Ouais. Alors, pour l'instant, on a parlé simplement d'extrémophiles, donc des organismes qui arrivent soit à vivre à très forte température ou, mettons, à très forte pression ou à un pH très, très, très faible, donc dans un milieu acide. Et maintenant, on va parler des polyextrémophiles parce que vous êtes parti en expédition. Alors là, regardez bien ce qui va se passer. Vous êtes parti à Dalol, en Éthiopie. Moi, je ne connaissais pas du tout cet endroit et c'est vraiment un endroit extraordinaire. Racontez-nous un petit peu ce qu'est Dalol.
Alors, je vais vous montrer quelques photos en même temps. Alors ça, c'est Dalol. La photo précédente, c'est un volcan dans la dépression du Danakil. Donc Dalol est un protovolcan qui se situe typiquement dans la dépression du Danakil. Ce n'est pas encore un volcan parce qu'on n'a pas l'émission des laves, mais c'est un système... il y a un dôme qui a la forme d'un volcan. C'est un volcan de sel, si vous voulez, où on a l'émission des fluides qui sont hyper salés, qui sont extrêmement acides, à des pH... légèrement négative, en dessous de 0, parce que, pour des raisons chimiques locales, et qui sont à l'origine à très haute température. Alors, les fluides à la sortie des cheminées sortent à 108 degrés et puis ils se refroidissent petit à petit. Ces systèmes-là se trouvent dans la dépression du Danakil. Donc, on est dans la région Afar. Hein. On est au niveau du point triple de l'Afar. C'est un endroit tectoniquement très actif dans le nord-est du rift est africain. Donc, on est dans un contexte de séparation des plaques tectoniques. Il y a 3 plaques qui sont en train de se séparer à cet endroit-là. Donc, on a effectivement une activité tectonique très importante. On est à environ moins 120 mètres sous le niveau de la mer. C'est pour ça que c'est une dépression. Il y aura éventuellement un océan dans l'avenir. Et associé à cette activité tectonique, on a une activité sismique et surtout volcanique très importante. Et liée à ces volcanismes, on a effectivement toutes ces activités hydrothermales, géothermales, qui est très répandue dans la région. Donc on a une circulation hydrothermale et la particularité de ces sites, donc ça explique la haute température, la particularité de ces sites aussi, c'est que du fait de cette activité volcanique, le nord de la dépression qui communiquait dans le passé avec la mer Rouge a été bloqué et donc l'eau de mer qui est restée coincée dans cet endroit-là s'est petit à petit évaporée du fait qu'on est en plus dans une région de la planète qui est très chaude, donc les températures moyennes de l'air sont des 35 degrés à peu près au cours de l'année. Donc il peut faire 50 degrés sans problème pendant la journée. Et donc ça veut dire une évaporation très intense. Donc on a une évaporation qui a permis dans le temps de l'histoire le sel de s'accumuler et de former une croûte qui tapisse le fond de la dépression d'une épaisseur d'environ 1 km, 2 km par endroit. Et donc, les fluides hydrothermaux qui traversent cette croûte de sel s'enrichissent en sel fondu parfois, et explique ces espèces de croûtes jaunes là nous voyons ici des petites cheminées qui sont des cheminées de sel. Alors vous voyez tout un tas de couleurs parce que bon, c'est pas du sel NaCl, c'est des sels des chimies complexes et variées en fonction des conditions locales. Et souvent, c'est des sels qu'on appelle très chaotropes, du chaos. C'est-à-dire c'est des sels qui ont tendance à désorganiser à nouveau les molécules et les macromolécules organiques. C'est des sels chargés en magnésium, calcium, lithium, fer, et qui ont des effets beaucoup plus délétères que le chlorure de sodium tout seul. C'est un véritable petit oasis de vie, alors on imagine. Alors non, justement, parce que Dalol lui-même... Il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Oui, bon, ça c'est purement chimique, c'est des précipités sphériques de sel, c'est incroyable. On a des formations très belles comme ça. Ça s'explique par l'activité des fluides qui maintiennent en suspension des petits cristaux de sel qui font des centres de nucléation. Ça tourne et ça commence à précipiter autour et on trouve des choses assez surprenantes. Voilà. Et donc vous êtes parti en expédition sachant que vous alliez trouver quelque chose ou vraiment c'était inconnu à ce moment-là? Non, on ne savait pas. Mais évidemment, nous, on s'intéresse dans mon équipe à l'exploration de la diversité microbienne des 3 domaines du vivant et dans des écosystèmes très variés pour tout comparer et inférer des caractéristiques ancestrales. Et donc, pour nous, c'est très important d'aller pêcher des nouvelles lignées du vivant. Et donc, on va les pêcher dans des endroits qui ont été peu explorés.
Et donc, on se disait peut-être que là, on va trouver des organismes intéressants et qui ont des adaptations particulières, puisque c'est des combinaisons, des conditions extrêmes qui sont rares. Et en fait, on est parti en se disant peut-être qu'on va trouver la vie. Eh bien, la surprise a été que non, on ne trouve pas la vie partout. On trouve la vie dans certains endroits à proximité des daloles ou dans les canyons des sels. On trouve la vie dans quelques endroits, mais pas dans ces mares hyper acides, chaudes ou moins chaudes, et hyper salées, avec des sels qui sont très chaotropes. Dans ces conditions-là, on ne trouve pas des signes ambigus, qui soient non ambigus des vies, en fait. On ne trouve pas la vie. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que vous avez bien trouvé quelques traces de vie quand même. On trouve en fait, ce qui est intéressant de ces systèmes-là, c'est que le long de la dépression, on a beaucoup de systèmes aquatiques qui localement ont des chimies différentes et des conditions différentes. Alors, et qui constituent un gradient des conditions polyextrêmes. Alors, on a trouvé la vie dans plusieurs de ces systèmes, mais à partir d'un certain moment ou d'une certaine combinaison des caractéristiques physico-chimiques, on ne trouve plus la vie. Et dans les systèmes qui sont les plus polyextrémophiles, où on trouve la vie, on trouve effectivement une majorité d'archées. C'est rare de voir des environnements où on a 99% des micro-organismes qui sont des archées, et en plus des archées bien particulières qui appartiennent à des groupes certains connus, mais on a découvert effectivement des nouvelles lignées à l'intérieur de ces groupes d'archées qui étaient déjà connus, qui ont des adaptations très poussées qu'on a étudiées. Et justement, est-ce que vous avez pu déterminer quels étaient les mécanismes biologiques qui faisaient que justement on peut se multiplier avec du sel, comme vous dites, qui crée du chaos et donc qui devrait détruire tout ADN, par exemple? En fait, oui, on a effectivement étudié ces archées. Souvent, on ne sait pas les cultiver, donc on passe par des techniques métagénomiques. Donc, on va séquencer les gènes, les génomes de ces organismes et inférer ainsi leurs adaptations. Et on sait de manière classique que les archées halophiles, qui vivent dans des endroits saturés en sel, ont comme adaptation importante pour s'accommoder de la pression osmotique, d'importer du sel, en particulier des cations potassium, à l'intérieur du cytoplasme. Donc, les bactéries qui sont un peu halophiles, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'éjectent les sels à l'extérieur. C'est une stratégie qu'on appelle salt-out. Les archées halophiles ont une stratégie salt-in. Et là, elles s'emportent les sels à l'intérieur pour maintenir la balance osmotique des deux côtés. Et ça implique que toutes les protéines de l'intérieur du cytoplasme de ces cellules doivent s'adapter à ces quantités assez massives de potassium, et elles font ça en devenant très acides, en fait, en chargeant leur surface de manière négative. Et on voit des acides aminés qui sont très acides devenir assez majoritaires dans les protéines de ces organismes-là. D'ailleurs, c'est marrant quand vous en parlez, vous nous dites qu'on ne peut pas les cultiver en laboratoire, donc c'est vraiment juste parce qu'elles aiment vraiment des milieux hyper étranges et donc on n'arrive pas à reproduire? On arrive à cultiver certains archées, y compris halophiles, mais il faut savoir que la plupart des micro-organismes de la nature, que ce soit les milieux extrêmes ou moins extrêmes, sont pour nous non cultivables. Ça veut dire qu'on ne sait pas les cultiver, soit parce qu'on ne trouve pas les milieux adéquats, ou on ne sait pas exactement ce dont elles ont besoin, soit parce qu'on n'a pas la patience et c'est des organismes qui vont pousser très lentement, soit parce que les microbiologistes vont essayer d'obtenir des espèces en culture pure, c'est-à-dire un seul type d'organisme. Or, beaucoup de micro-organismes en milieu naturel dépendent d'autres organismes pour vivre, et donc on ne sait pas reproduire, on ne peut pas les isoler, ils vivent en symbiose si vous voulez, et donc on ne peut pas avoir un partenaire sans savoir les autres. D'accord.
Et donc finalement d'étudier ces polyextrémophiles au-delà évidemment de la recherche fondamentale et de tous les intérêts qu'on peut y trouver, ça peut aussi, est-ce que ça peut nous donner des clés pour comprendre comment la vie a émergé sur notre planète ? Alors, on apprend toujours des choses sur la vie en explorant la diversité du vivant, y compris dans ces systèmes-là. Mais il faut savoir que les organismes qui vivent dans ces systèmes contemporains ne sont pas des organismes primitifs d'ailleurs. Donc, l'ensemble des organismes et des micro-organismes qui existent sur la planète sont aussi évolués que nous. Et probablement, même si les conditions qui prévalaient dans la Terre primitive quand la vie a évolué étaient certainement un peu plus extrêmes que maintenant, quoique ça dépend des endroits, avec beaucoup plus d'hydrothermalisme. Et probablement, la vie n'est pas apparue dans des conditions aussi extrêmes que celles-là. Ce qu'on apprend de ces systèmes, c'est jusqu'où la vie peut aller et comment on peut s'adapter à des conditions qui sont si extrêmes que ça. Mais quand on explore les adaptations moléculaires de ces organismes, on voit que parfois elles sont assez poussées, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'évolution pour que ces organismes arrivent à mettre en place des adaptations qui sont malgré tout assez complexes. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur l'évolution, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir l'humain un peu au sommet de l'évolution, hein, des êtres très complexes comme nous, enfin, des gros tas de cellules, on va dire. Et pourtant, ces cellules, une seule cellule peut être aussi évoluée finalement. C'est de l'anthropocentrisme. Évidemment, chaque espèce est place au centre de tout, mais en réalité, l'ensemble des organismes vivants ont subi une évolution aussi longue depuis le départ de la vie et d'un dernier ancêtre commun universel à tout le monde. Et donc, les bactéries qui habitent dans notre intestin sont aussi évoluées que nous. Simplement, on a trouvé des solutions d'adaptation à des environnements qui sont différents. Et les bactéries se portent très bien et elles sont très adaptées aux endroits et aux niches écologiques où elles vivent, comme nous le sommes à notre environnement. Alors justement, avec cet arbre un peu simplifié du vivant, oui. Finalement, le point commun là, qu'on va avoir entre les bactéries, les archées et les eucaryotes, donc un peu l'origine de tout le vivant, à quoi il pourrait ressembler ? Est-ce qu'il est plus proche d'une bactérie actuelle, d'une archée, d'un eucaryote, ou on n'en sait rien du tout peut-être ? On sait. En fait, cet arbre, c'est un peu ancien. C'est un arbre de Calwas, donc ça date, celui-là en particulier de 1990. Et on voit de manière très simplifiée les bactéries archées eucaryotes, les trois domaines du vivant. On sait aujourd'hui qu'ils sont extrêmement diverses. On sait aussi aujourd'hui que les eucaryotes dérivent d'une symbiose entre bactéries et archées. Donc en réalité, il y a eu une anastomose, une fusion des branches de deux lignées, une symbiose. Nous, les eucaryotes, on dérive d'une symbiose d'archées et des bactéries. Et on peut savoir que cet ancêtre dernier commun universel, qui se trouve au point convergent le plus bas, était de type prokaryote, c'est-à-dire c'était une cellule qui n'était pas toute seule, une cellule d'une population, qui ressemblait tout à fait à un prokaryote, c'est-à-dire une cellule de type bactérien ou archéen, assez complexe déjà. On infère de l'ordre de 1000 à 1500, 2000 gènes en fonction des modèles. Donc un organisme qui avait déjà de l'ADN dans les génomes, qui avait de l'oribosome. Le ribosome, c'est une machinerie centrale dans toute cellule qui est capable justement de transformer les messages qui est donné dans les gènes au niveau de l'ADN par un intermédiaire d'ARN, de le transformer en protéines. Les gènes, c'est les backups, c'est les livres d'instructions, et les protéines ce sont elles qui vont faire les fonctions. Et donc, qui vont transformer cette matière, cette énergie, et qui vont aussi permettre fabriquer les structures cellulaires. Voilà. J'avais encore une dernière question, mais je vois qu'il nous reste relativement peu de temps, donc peut-être que je peux prendre vos questions. Et puis, s'il me reste du temps, je poserai ma dernière question. Vous êtes gourmand et j'aime ça. On peut déjà applaudir notre experte, Merci. notre chercheuse. On va vous éclairer pour la dernière fois de la journée. Un courageux monsieur directement. C'était franc, c'était massif. Et ensuite, monsieur devant.
Merci pour l'intérêt du sujet. Je voulais savoir, est-ce que la vie pourrait apparaître ou elle a apparu sur Mars ou sur la Lune? Sur la Lune, je ne pense pas trop, pas beaucoup d'eau. Sur Mars, il y a eu une époque dans le passé où il y avait de l'eau liquide à la surface. Donc, les gens se disent, bon, Mars ressemblait à une certaine époque à la Terre, même si par la suite, l'évolution a conduit Mars à perdre la plupart de son atmosphère et à devenir beaucoup plus froide. Donc, potentiellement des conditions similaires à celles de la Terre. Est-ce que la vie est apparue ou pas? Ça, on ne le sait pas. C'est une grande question. Est-ce que si les conditions physico-chimiques, environnementales d'une planète sont permissives pour la vie, a priori, est-ce que la vie va apparaître ou pas? Ça, on ne le sait pas. Est-ce que la vie est un processus déterministe? Étant donné les mêmes conditions, on va toujours aboutir à voir la vie ou pas? Ou est-ce que la vie, c'est une conséquence d'un événement de chance? Ça, on ne le sait pas. C'est la question ouverte. Et tant qu'on n'aura pas un deuxième exemple, on ne pourra pas y répondre. On le cherche. La question est ouverte. Monsieur, on vous écoute. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur des êtres vivants qui vivent dans des conditions extrêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi à survivre pour aller chercher des animaux avec des pH négatifs. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, c'est éprouvant, mais c'est aussi fascinant parce qu'on est devant des environnements incroyables. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où on était, c'est une zone politiquement très mouvementée, donc on a dû aller avec des militaires à l'époque. Donc on avait un militaire parascientifique. On a campé sur place. Oui, on l'a pas dit, hein, c'était en 2018 à peu près. Vous êtes allé. Je suis allée 3 fois, à 2016, 2017 et 2019. En 2019, il y a eu déjà un traité de paix avec l'Érythrée qui est très proche et donc on n'avait que de la police et pas nécessairement l'armée avec nous, mais la première année, oui, on est allé avec des militaires qui nous ont accompagnés. Il fait très chaud, il faut boire beaucoup, on peut boire jusqu'à 10 litres d'eau, donc on a été à des endroits où il fait 50 degrés pendant la journée, c'est très éprouvant. À midi, on s'arrête, on se lève très tôt à 5 heures pour profiter des heures de fraîcheur. Mais bon. Combien de temps une expédition? Alors, à chaque fois, on a été 2 semaines sur place. Après, on est content de revenir sur les hauteurs où il fait plus frais. Et on est très content la nuit quand ça rafraîchit un petit peu, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas de questions? Profitez-en, là, on n'est pas nombreux, en plus, on est entre nous. Il reste quelques minutes. Ah, voilà. On va prendre la question, et si on a un peu de temps... Récemment, il y a un astéroïde qui a été la NASA a récupéré une partie, ils l'ont ramené sur Terre et ils ont analysé ce qu'il y avait dedans. Je voulais un peu votre avis sur cette découverte et Oui. ce que ça amène comme réflexion justement sur comment la vie est apparue sur Terre. C'est une question intéressante. C'est Bennu, je crois, et c'est effectivement un astéroïde, mais il y a aussi des données sur des comètes où on a énormément de matière organique. Donc, effectivement, ce qu'on a découvert, et les astrophysiciens, les astrochimistes, au cours des dernières années surtout, c'est que finalement, la matière organique, c'est quelque chose de banal dans l'univers. On fabrique ces briques élémentaires du vivant un peu partout. Mais une chose, c'est la matière organique, une autre, c'est la vie. Donc, le passage, arriver, donc ça veut dire ça facilite, c'est une source additionnelle de matière organique. La question est toujours la même. Comment ces briques élémentaires s'y sont assemblées pour faire des systèmes qui se maintiennent dans le temps, loin de l'équilibre thermodynamique et donc, d'une manière qui est fascinante, qui est ce sont des systèmes qui gardent qui codent pour eux-mêmes et qui gardent en mémoire d'une certaine façon les solutions qui marchent dans un environnement donné et qui peuvent les faire évoluer. Et donc ça, c'est l'astuce que la vie sur Terre a trouvée
Et ces passages-là, on ne sait pas si c'est de la chance, du déterminisme, un mélange des deux. Certainement la présence des matières organiques partout, que ce soit dans l'univers, que ce soit sur Terre, parce que aussi au niveau des sources hydrothermales, on peut faire plein de briques du vivant. Donc ça c'est une chose, ça fait partie du déterminisme. C'est une partie de l'équation qui a trouvé une solution, c'est-à-dire on sait faire la matière organique un peu partout, mais on ne sait pas encore faire la vie. On s'arrête là ou... Monsieur était curieux, vous avez 28 secondes. Ouais. Il y avait une petite Ah, question. madame, On va prendre madame. Ouais. Alors, oui, votre question plutôt. Oui, j'avais une question, parce qu'on a beaucoup parlé de conditions extrêmes en termes de chaleur Oui. et en termes de froid. Aussi, donc on a les conditions d'acidité, on a aussi la pression, etc. Le froid, oui, on sait qu'il y a des organismes sur Terre qui se développent à des températures très basses, qui ont une préférence par les basses températures, mais il y a des limites qui est celle de la congélation de l'eau, donc quand l'eau devient solide. Cela dit, les organismes ne meurent pas et donc ils peuvent. Donc c'est d'ailleurs une forme de conserver les organismes. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit les métabolismes, donc l'activité cellulaire, chimique, quand les températures descendent jusqu'à ce que ça se congèle. Donc, on a des organismes vivants congelés dans le permafrost, comme on a des organismes vivants congelés en laboratoire qu'on peut garder pendant des années, ou des spermatozoïdes dans les banques de sperme, des choses comme ça. Donc, le froid peut conserver la très haute température, elle va dénaturer. On ne reviendra pas à la vie. Mais les organismes du congélateur, on peut le sortir. Ou de permafrost, ils vont revivre. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas recongeler, décongeler nos aliments. Non, pas trop, parce que ça finit par faire des dégâts cellulaires. C'est les cristaux de sel qui vont percer les membranes, entre autres. Merci encore et bravo à notre invité. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie du Paris Saclay Summit. Rendez-vous à 10h ici, en salle Poincaré. Merci.